l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis, H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Screenshot, 52e sortie. Et le thème que nous allons traiter ce soir, c'est février 86, février 2026. 40 ans après la chute des Duvalier, quel bilan? Donc, toujours H-Live TV, chaque jeudi, une seule émission Screenshot. Toujours dans la thématique après 7 février, parce que nous sommes à ce moment-là. Donc, nous essayons en quelque sorte de faire quelques émissions, de réaliser quelques émissions pour permettre aux jeunes, ceux qui ne connaissaient pas vraiment l'époque de Duvalier, et maintenant, si on veut comparer l'époque de Duvalier à cette époque-là, pour essayer au moins de comprendre. Pour cela, j'ai invité deux personnalités de la communauté. Nous avons avec nous un docteur en droit, un dramaturge, et puis en même temps, un avocat et un politologue. En l'occurrence, docteur Éric Soré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur. Et avec nous encore, une autre personnalité. Passé même de présentation parce qu'il est animateur d'événementiel dans la communauté, présentateur d'événementiel dans la communauté. Il est en même temps animateur radio et analyste business ou business analyst banque dans le secteur bancaire. C'est lui qui analyse tout ça. Donc lui, ensuite, il est membre de mouvement politique qui s'appelle Monde. Je ne sais pas si il permet, si je peux me permettre de dire ça. Et puis, il est un membre fort de HQuaf, ou bien Combit Agency. Donc voilà, c'est un homme vraiment qui est en mouvement dans la communauté. En l'occurrence, je vais parler de M. Wilkinson Pierre-Louis. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, professeur Chéri. Très content d'être parmi vous. Que voulez-vous ajouter, monsieur, en fonction de ce que je viens de dire là? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je sais que Éric Soré, il est tout ça, mais il y a d'autres choses. Il est élu en même temps, je dois dire ça même. C'est un élu de Val d'Oise. Et puis là, il est en campagne électorale, parce que n'oubliez pas, l'élection, ce sera pour le 15 et 22. Vous qui habitez dans la zone, c'est-à-dire que Montmorency, où ça encore? Docteur, c'est à vous de parler de tout ça. Invitez les gens de Val d'Oise à voter. Comment vous allez faire ça? Alors, je dirais rapidement qu'il faut qu'ils aillent voter dans leur commune de résidence. Je ne peux pas en dire grand-chose parce que je n'aurai pas un de mes opposants pour éventuellement ajouter quelque chose. Donc là, je ne parlerai ce soir que des affaires haïtiennes et surtout des 40 ans de la chute du régime des Duvalier. Ok. Et vous, je me permets de vous voir, monsieur, vous êtes sur le plateau. Donc, que pouvez-vous ajouter en dehors du membre de MON, à Combit Agency, animateur radio, présentateur d'événementiel, et puis business analyst, banque, quoi d'autre? Eh bien, je dirais un Haïtien très concerné par l'état de notre pays. Donc, très touché par ce qui se passe chez nous. Parce que, comme pour paraphraser un peu une déclaration de feu de Jean-Claude Duvalier, qu'ont-ils fait de notre pays? Voilà, le décor est planté, mesdames, messieurs. Ça annonce la couleur déjà. Bon, voilà, monsieur, merci encore d'être là. Merci d'être venu en studio pour parler, pour quand même débattre sur le sujet qui est que 40 ans après la chute des Duvalier, quel bilan? Aujourd'hui, monsieur, docteur Soré, vous voyez le problème du pays et maintenant, est-ce que vous êtes nostalgique de la période des Duvalier? Par hasard? Alors, pour moi, ce n'est pas possible d'être nostalgique de la période des Duvalier. Alors, en plus, quand on dit des Duvalier, il y a le père et il y a le fils. Le père est décédé bien avant ma naissance, okay. Donc je ne l'ai pas connu. Et au départ de Jean-Claude Duvalier, je n'avais que 14 ans. J'allais avoir 15 ans.
Donc, par définition, je ne peux pas être nostalgique d'une période que je n'ai pas connue. En revanche, oui, j'ai été témoin, ça c'est autre chose, sur le plan historique. J'ai été témoin de la chute du régime des Duvalier. J'ai donc vu ce qui s'est passé, j'ai donc vu la manière dont la population a manifesté son contentement. J'ai également vu la manière dont les citoyens se sont projetés en termes d'espérance démocratique, ça je l'ai vu. J'ai vu également des représailles contre les représentants du régime. Donc voilà, j'ai vu des choses, donc je ne peux pas être nostalgique de ce que je n'ai pas connu. En revanche, en tant que citoyen, en tant qu'individu, je peux comprendre des personnes qui estiment que les promesses démocratiques n'ont pas été tenues. Oui, question de Pierre-Louis, donc je ne vais pas vous poser cette question, mais quand même, peut-être vous n'étiez pas né non plus, donc, mais quand même avec l'histoire, je peux vous dire, qu'est-ce que cette période-là, vous retenez quelque chose? Comme Eric, j'ai vécu les 10 premières années de ma vie en Haïti, donc jusqu'en 1982, quand je suis venu ici à Paris, retrouver ma mère. Et les années où j'ai vécu sous le régime de Jean-Claude Duvalier, étant enfant, on n'a pas conscience de certaines choses. Donc je voyais les histoires de Tonton Macoute, ceci, cela, mais comme je ne connais pas d'autres références, comme ça se passait dans les autres pays, donc je ne pouvais pas juger. Mais avec le recul, je comprends mieux comment était la situation, mais c'est pas pour autant que je vais diaboliser les choses, comme souvent on a tendance à le faire, à tout mettre dans le négatif de la période de Duvalier, parce que je suis désolé, il y avait de l'ordre à l'époque de Duvalier. Les choses se faisaient à peu près correctement, mais simplement il y avait cette répression sur le plan politique qui a fait un peu qu'après la chute du régime, les acteurs politiques qui se sont retrouvés à prendre le relais, c'était pas les gens qui étaient les mieux préparés. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de foncièrement méchant de la part de ces gens-là. Ils connaissaient les règles de la démocratie. Ils s'en sont servis à leur profit et ont vendu l'anarchie au peuple. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre maintenant, c'est la démocratie. Et ça m'attriste beaucoup. Parce qu'on aurait fait les choses de façon mieux ordonnée, on n'en serait pas là aujourd'hui. En fait, le tort, c'est d'être passé d'une dictature, on ne va pas dire féroce, parce que sous Jean-Claude, ce n'était pas pareil que sous son père, il faut le reconnaître, à une liberté, entre guillemets, totale. On ne peut pas passer du noir au blanc comme ça, sans vouloir être manichéen, parler de noir et de blanc. Pour moi, dans la vie, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. La vie, c'est une nuance de gris. Vous avez du gris foncé et du gris très clair. Donc à partir de là, il n'y a pas d'angélisme qu'on va créer dans un sens ou dans l'autre. Nous sommes humains avec nos faiblesses, nos forces, et il faut arriver à composer avec cela pour créer une société viable. Et c'est ce qu'on n'a pas su faire aussi en Haïti. Est-ce qu'on peut dire, docteur Soré, que les hommes venant de l'étranger qui étaient en exil après la chute des Duvalier n'étaient pas prêts pour prendre le pouvoir? Alors moi, je ne dirais jamais ça, tout simplement parce que même si j'étais enfant, je voyais un petit peu comment ça se passait. C'est-à-dire qu'on avait des personnes qui luttaient, qui avaient une certaine idéologie, qui voulaient un changement dans la société haïtienne et qui étaient pour la plupart forcés de partir en exil. Beaucoup de jeunes d'ailleurs sont partis en exil à cause de cela. Il y avait une demande de droit de la part des citoyens et cette demande était entravée systématiquement par les hommes du pouvoir, également les tontons macoutes, c'est-à-dire ceux qui maîtrisaient les éléments de la force et de la puissance. Et puis il y avait des gens qui profitaient, parce que dans un régime, il y a toujours des aristocrates, il y a toujours des gens bien placés, il y a toujours des notables qui arrivent d'une manière ou d'une autre à réaliser leurs affaires sans problème. Et donc, ceux qui sont arrivés, qui sont revenus d'exil
avec beaucoup d'idées, beaucoup de projets, ont apporté à ceux qui étaient restés à l'intérieur du pays une autre façon de voir, une autre vision, une autre forme d'ambition politique. C'est-à-dire qu'ils ont aidé la population à comprendre qu'on sortait d'une dictature, on sortait d'un régime autocratique, d'un régime cruel, et qu'il fallait adopter un régime plus ouvert, oui, on a dit plus démocratique, donc avec des normes qui n'étaient pas nécessairement des normes haïtiennes. Vous avez des gens qui sont arrivés de France, donc avec une idée du régime mixte parlementaire, des gens qui sont arrivés du Canada, avec une idée du régime mixte parlementaire, un peu particulier d'ailleurs, et puis d'autres qui sont arrivés des États-Unis avec l'idée d'un régime présidentiel. Et c'est compliqué. Donc il y avait un bouillonnement politique, un bouillonnement culturel qui a été baptisé après de bamboche démocratique. Mais le mot bamboche, déjà, nous dit ce dont il s'agissait. C'est-à-dire une grande fête quasiment sans normes, quasiment sans règles, une sorte de carnaval pour ceux qui veulent augmenter le vocabulaire, en tout cas passer à un vocabulaire plus soutenu, c'est-à-dire une ambiance où les gens étaient tellement heureux d'être libérés de la dictature, eh bien, ils pensaient que la démocratie, c'était le droit, la possibilité de faire tout et n'importe quoi. Parce qu'on a des droits, on oublie qu'on a des devoirs. Et donc, les gens qui sont revenus d'exil ont contribué, oui, à cela aussi, c'est-à-dire à une sorte de difficulté à maîtriser l'enthousiasme né de la chute de la dictature des Duvalier. C'est la raison pour laquelle je propose une grille de lecture en 3 mots pour résumer un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez eu une chute, chute d'un régime, chute de notables, chute d'un système. Oui, parce qu'ils ont perdu leurs biens, ils ont perdu leur pouvoir. Premier mot, donc chute, ça nous permet d'avoir un premier pilier de réflexion. Le deuxième pilier de la réflexion, c'est l'échec. L'échec de tout ce qui a été mis en place comme norme pour faire évoluer la société, la Constitution, comme règle fondamentale pour faire évoluer la société haïtienne, ça nous a conduit à un échec, mais un échec qui n'est pas seulement l'échec des hommes politiques, et c'est pour cela que je souhaite qu'on équilibre un petit peu, parce que quand on fait un bilan, il ne suffit pas de dire que c'est négatif. Il y a du négatif, il y a aussi du positif. Et donc, échec, malgré tout, échec de la société dans son ensemble. Ce qui veut dire que quand je parle d'un échec collectif, je considère qu'on ne doit pas accuser uniquement un camp politique, uniquement un groupe de la société d'être responsable de l'échec de la transition. C'est un échec qui est un échec collectif. Et puis le troisième mot, donc chute, échec, espérance. C'est-à-dire que 1986, 7 février 1986, c'est d'abord une espérance déçue, une espérance trahie, mais une espérance qui demeure. Autrement dit, quand vous faites le bilan, c'est pas uniquement dire ce qui s'est passé, c'est aussi se projeter en fonction de ce qu'on retient comme actif, de ce qu'on retient comme passif, et de dire que finalement, après le 7 février 1986, il y a un rêve haïtien qui est né. Ce rêve ne s'est pas réalisé, mais ce rêve demeure, et qu'il y a encore une espérance à porter pour la société haïtienne, de telle sorte que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent attentivement comprennent bien que nous ne sommes pas là ce soir pour dire que tout est négatif, tout est fini en Haïti. Non. En tout cas, personnellement, je ne sais pas ce que dira mon ami. Je vais le voir. Wilkinson. Je vais le voir. Je leur dis, est-ce que vous pouvez abonder dans ce même sens? Il y avait une espérance. L'espérance a été trahie, mais l'espérance demeure. Et je vous dirai à la fin de l'émission ce qui était prévu comme espérance dans la Constitution de 1987. Et moi, je suis persuadé que cette espérance demeure. Et je suis là aussi pour en parler. D'accord, mais là, Wilkinson, il vient de parler de chute, échec et espérance. D'après vous, il y a l'échec.
c'est ce qu'on constate. Il y a un cruel constat d'échec, oui, effectivement. Tout d'abord, je voudrais abonder dans le sens de ce qu'avait commencé à dire Eric concernant les origines de la classe politique qui allait remplacer les Duvalier dans une partie de France, des États-Unis et du Canada. Et ça s'est traduit, effectivement, ces influences-là, directement dans notre Constitution de 1987. C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est le choix de la France qui... impraticable. C'est le choix de la France qui a été quand même adopté, comme nous avons un Premier ministre. Bon, c'est vrai que Maître Soré est spécialiste en droit constitutionnel. Disons que dans le contexte haïtien, il s'avère qu'elle est très difficile à mettre en pratique. Ça, je crois que là-dessus, le Maître Soré, même en apportant des arguments un peu plus éclairés, sera d'accord avec moi pour dire que c'est un peu le problème dans la vie politique haïtienne. C'est-à-dire que les idées venant de l'extérieur, qui ne correspondaient pas forcément à notre manière de penser, à notre manière de vivre, vont tout de suite être confrontées à une dure réalité. Ça, c'est la base du problème pour moi. À partir de là, c'est vrai, il s'est passé énormément de choses depuis 1986. Chaque année, lorsqu'on célébrait la chute du régime, on disait « Oh oui, ça fait tant d'années qu'on est sorti du duvalierisme. Oh oui, c'est formidable. On avance. » Tout ça peut arriver aujourd'hui, 40 ans après, à dire « Ah mais oui, mais non, mais on est parti où là ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Le pays, on l'a saccagé. » Je suis désolé. Lorsque vous regardez l'état d'Haïti en 1986 et maintenant, on a fait un bond en arrière de 50 ans au moins. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire tellement de choses. C'est ça qui est dommageable. Hein? On a vraiment, on a pris cette habitude en Haïti de rater les grands rendez-vous de notre histoire. Tout Haïtien conscient sait de quoi je parle. Tremblement de terre de 2010. Occasion pour revoir le bâti en Haïti, pour comprendre qu'il faut construire autrement. Non, on ne le fait pas. Il arrive d'autres événements graves dans la vie nationale, on ne tire aucune leçon, il n'y a pas de mémoire. Et ça, c'est très grave. On prétend partir de faire table rase du passé et de tout inventer, et à la fin, on se rend compte que ce qu'on propose ne répond pas aux préoccupations, aux problèmes du pays et du peuple haïtien. Je voudrais quand même rester là-dessus. Par exemple, Eric Soré a souligné que avec l'arrivée de la diaspora, si on peut dire ça comme ça, après la chute des Duvalier, donc il y a ceux qui vivaient en France, aux États-Unis, au Canada, etc. Mais à la fin, la constitution que nous avions, ou bien que nous avons aujourd'hui même encore, on va voir, c'est le côté français qui a été adopté. Parce que nous avons un Premier ministre qui est le chef du gouvernement, pareil comme la France. Mais nous avons, aujourd'hui, on peut publiciter, c'est que une nouvelle constitution, mais du format américain. On voulait un président, un vice-président. Est-ce qu'on prône pour le moment? Alors, il y a un bon côté là-dedans? Alors, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'égare. Je crois que c'est René Préval qui disait que la Constitution est problématique. Mais ça, ce n'est pas une pensée. Une Constitution n'est jamais problématique. Jamais. Il faut juste l'appliquer. Ah oui, c'est ça. Il faut juste l'appliquer. Et c'est l'application qui est compliquée. Non pas parce que la Constitution est compliquée. Alors, c'est une Constitution rigide. Pour ceux qui n'ont pas fait de droit constitutionnel, une Constitution rigide, c'est une Constitution que vous ne pouvez pas réviser de manière aisée, de manière facile. Ils ont fait une Constitution rigide parce que justement, ils ne voulaient pas qu'elle soit facilement révisable. À l'arrivée, en 40 ans, elle a été révisée une fois, mais à la suite d'une triche. C'est-à-dire que... Très bien. Non, mais il faut dire les choses. Moi, je suis là pour dire les choses. Et René Préval, toujours, qui avait des formules un peu... dont il était, le spécialiste, avait largement contribué à cette tricherie. Donc, peu importe, qu'il repose en paix. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que la Constitution n'est pas le problème. Le problème, c'est d'abord les hommes. Hein? Ça, il faut bien le comprendre. Parce que ce sont les hommes qui appliquent les règles, ce sont les hommes qui se battent pour le pouvoir, ce sont les hommes qui essaient de trouver des solutions à des crises qui peuvent se poser, et une constitution aide à résoudre les crises. La constitution de 1987 a beaucoup de problèmes, d'après certains, parce que
on a adopté le système français. Mais oui et non. Oui et non, parce que dès 1983, Jean-Claude Duvalier avait déjà fait une révision constitutionnelle pour adopter le régime un peu parlementaire en acceptant qu'il y ait un Premier ministre, histoire de diminuer un peu ses pouvoirs. Cela n'a pas été appliqué parce que tout simplement le système dictatorial étant en place, cela a été empêché. Première chose. La deuxième chose, tous nos régimes à travers l'histoire ont toujours été assez proches soit du régime français, c'est tout ce qui est le 19e siècle, jusqu'à l'occupation américaine, on avait systématiquement des régimes parlementaires. C'est-à-dire que c'était les députés, les sénateurs qui élisaient un président qui avait très peu de pouvoir. On disait régime présidentiel, mais c'était un faux régime présidentiel. Ensuite, avec l'occupation américaine, on va entrer effectivement de plein pied dans les régimes type présidentiel, avec un président soit élu par les assemblées ou après, à partir de 1950, avec le président Magloire, élu entre guillemets par le peuple. Néanmoins, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau avec la Constitution de 1987. Ce qui est nouveau, c'est l'idée qu'il faut accepter un partage du pouvoir entre le président et le Premier ministre. Et ça, c'est le véritable problème. Exactement. C'est un problème. Il faut expliquer pourquoi est-ce que c'est un problème, parce qu'on peut l'adopter si on le veut, mais il faut savoir le respecter et mettre en œuvre cette exigence constitutionnelle. Ça n'a pas marché parce que ça ne correspond pas, je viens de vous l'expliquer, à notre histoire politique. Notre histoire politique, avec un Premier ministre, même lorsque nos régimes étaient des régimes parlementaires, il n'y avait pas de Premier ministre. D'accord ? Il n'y avait pas de Premier ministre. C'est-à-dire on avait un président qui était un président fantoche parce qu'il a été, entre guillemets, élu par les députés et les sénateurs, et qui devenait puissant au fur et à mesure qu'il prenait de ses aises, mais dès qu'il devenait trop puissant, qu'est-ce qui se passait ? Il était renversé. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de renversements de présidents ou beaucoup de coups d'État dans l'histoire de Haïti. Et donc la Constitution de 1987 ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est cette exigence qui n'a été comprise ni par ceux qui étaient restés les sédentaires, les politiciens sédentaires qui étaient restés en Haïti, qui ont vu finalement se sont toujours battus dans l'idée de devenir président, mais en fait de devenir président comme Duvalier, il faut dire les choses, et qui se seraient retrouvés dans l'obligation de partager le pouvoir avec un Premier ministre qui aurait été un Premier ministre dans l'esprit européen du terme, ou on peut dire pour simplifier, dans l'esprit français. Et ça n'a pas marché parce que, Haïti n'a pas cette culture-là. C'est ça qui est important. Autrement dit, il ne fallait pas ce régime mixte parlementaire, d'ailleurs on le voit en France, ce régime mixte parlementaire, parce que c'est à peu près le même. Il a fonctionné, ou il fonctionne depuis plus de 50, près de 60 ans. Néanmoins, vous voyez qu'aujourd'hui, ce système est en crise depuis les dernières élections de 2024, où il n'y a pas eu il y a eu des majorités relatives, mais pas suffisamment écrasantes. Et le président, bon là on fait du droit constitutionnel, mais on parle de la politique française un petit peu, le président français n'a pas respecté, on va dire, le sens des urnes, parce qu'il n'a pas appelé la personne, en tout cas un représentant du camp qui était en tête, même s'il aurait eu des difficultés à gouverner. Donc autrement dit, le président français, là, a eu un réflexe assez haïtien. On a fait école. C'est ça, exactement. En réalité, il faut expliquer aux personnes que c'est ça qui se passe. On a adopté le système français sans avoir la culture, en tout cas, pas dans toute la société haïtienne, sans avoir la culture politique, je ne dis pas la culture française, je parle de la culture politique, c'est-à-dire le dialogue, l'acceptation du partage du pouvoir, l'acceptation de la diarchie, c'est-à-dire qu'il y a deux têtes aux affaires, et puis surtout l'acceptation, vous voyez, un député haïtien, quand il arrive quelque part, il pense qu'il est le chef. Et dès qu'il est député, il empêche au président de gouverner. Ça, c'est ce à quoi on a assisté pendant les 40 dernières années. Et une question de Pierre-Louis, donc de 86, après la chute des Duvalier, est-ce que vous voyez ou bien
vous avez fait en quelque sorte, vous regardez qu'est-ce qui a marqué du côté négatif ou bien qu'est-ce qui positif même. Et qu'est-ce qui nous amène là, dans ce temps-là, après la chute des Duvalier? Il y a une période qui vous a marqué, dites-nous. Moi, personnellement, ce que je retiens, justement, c'est l'opposition qu'il y a eu entre l'exécutif et le parlementaire. Ils se sont neutralisés. Et c'est là d'où vient le problème, du coup. Et secondairement, l'exécutif a assujetti le judiciaire. Donc, les trois pouvoirs sont devenus inopérants, inefficaces. Alors, juste un point d'histoire, ça a toujours été le cas en Haïti. Le troisième pouvoir n'existe pas. C'est dommage. C'est essentiellement. Non. Il est toujours fondu dans l'exécutif. Exactement. Mais c'est pas dommage. C'est aussi la culture française. C'est aussi la culture dans pratiquement beaucoup d'États où on parle du pouvoir judiciaire soit comme une autorité et pas comme un pouvoir. Et c'est un débat qui est fondamental. Donc Haïti n'a rien inventé, il ne faut pas accuser notre pays là-dessus. Voilà, c'est un fonctionnement classique. En revanche, notre justice est inefficace, ça c'est autre chose. Alors justement, en parlant de justice, en Haïti on croit qu'il n'y a pas de loi. Les lois existent, elles ne sont juste simplement pas appliquées et on ne les fait pas respecter. Comme on dit, elles sont dans les tiroirs. C'est ça. Donc, du coup, on a l'impression qu'Haïti, c'est un pays où c'est hors la loi, on fait ce qu'on veut, mais c'est faux. Déjà, il faut qu'on soit clair là-dessus. Les lois existent, mais il faut pouvoir les appliquer. Et là, c'est là que, quelque part, le pouvoir judiciaire n'est pas soutenu par l'exécutif. Parce que, justement, l'exécutif profite de ce vide pour faire un peu tout et n'importe quoi. Alors maintenant, entre l'exécutif et le parlementaire, il s'est installé un chantage. C'est ça qui m'a marqué, moi, au cours des dernières années, lorsqu'il y avait, soi-disant, des présidences qui fonctionnaient et un parlement. C'est que vous aviez un président qui choisissait son premier ministre et, pour faire passer des mesures, allait marchander avec le Parlement. Tel parlementaire disait, moi, pour voter telle loi, $10,000. Pour telle chose, 50 000. Et c'est devenu une pratique courante et vicière dans la vie politique haïtienne. À partir de là, on ne cherchait plus à faire des lois utiles, mais cherchait à poser des mesures pour garder le contrôle, je trouve, de la part de l'exécutif. C'est vrai que la gestion du pays même, du bien-être de la population est passée en second plan. Et c'est là un gros problème. Lorsque vous avez un État dans lequel ceux qui sont censés être de bons pères de famille, s'occuper des vieux, des enfants, de ceci, cela, ne le font pas. Ils s'occupent de leur bien-être à eux, avant tout. Et là, c'est très grave. Je voudrais faire un peu de politique fiction par rapport à ce que disait Eric tout à l'heure, que justement, par rapport à la Constitution qu'on n'applique pas, le président, comme quoi il n'y a pas vraiment un premier ministre, tout cela. En fait, si par exemple on arrivait dans une situation où on a un parti majoritaire qui remporte tant la présidentielle que législative, beaucoup de choses seraient simplifiées, je pense. Parce que vous avez la majorité au Parlement. Je suis président. Je choisis mon premier, j'ai la majorité au Parlement. Rien ne m'empêche de faire fonctionner correctement les institutions à partir de là. Parce que l'opposition, entre guillemets, n'existe pas. Ou n'est pas assez puissante pour m'empêcher. Pour peu que je reste bienveillant et que je respecte les lois. À partir de là, on arriverait à faire avancer les choses en Haïti. Mais tant que vous allez avoir des blocs morcelés qui vont être au Parlement, où vous allez avoir des coalitions qui ne tiennent que le temps des élections, et puis après, chacun part dans son coin pour faire son petit marché, la situation politique restera pareille. Alors, oui. Donc, mon ami Wilkinson serait parti pour être un vrai dictateur. Non, pas dictateur. Je dis que... Non, parce que l'opposition doit, quand elle existe, elle doit être respectée, elle doit avoir un rôle, et ça, effectivement, c'est ce que les hommes politiques haïtiens n'ont jamais compris, n'ont jamais accepté. D'ailleurs, dans les deux sens, c'est-à-dire que le président, c'était Jean Bertrand Aristide, qui disait « Je veux
la totalité, je ne veux pas la majorité. Non, monsieur. En 2001. Oui, dans un régime mixte parlementaire, la majorité suffit pour gouverner. Et la majorité, c'est pas compliqué, hein, c'est 50 plus 1. Plus 1. C'est ça la démocratie. Et de l'autre côté... Et pourquoi il a voulu la totalité? Parce qu'il se disait anti-duvalieriste, mais dans sa tête, il était aussi un duvalieriste très conforme, un autocrate, etc. Mais il n'y a pas que lui qui pensait comme ça. Les parlementaires faisaient la même chose à partir du moment où ils se sont retrouvés dans des situations où il y avait un camp qui était majoritaire, on l'a vu d'ailleurs, qui était majoritaire au sein du Parlement et que le président n'était pas le chef de ce camp-là. Eh bien, il faisait la même chose que le président leur faisait. Et donc, il l'empêchait d'exercer ses prérogatives, ce qui a entraîné les périodes de négociation, mais qui étaient des périodes de corruption. Ce qui fait que le Premier ministre devait accepter de distribuer des privilèges et des prébendes pour arriver aux responsabilités. Et tout cela nous a conduit au bilan dont il faut parler. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire si on prend de manière, parce qu'un bilan c'est positif, négatif. Ce qui est positif, c'est que ça existe. On a eu une constitution avec des règles et on a encore cette constitution. Et figurez-vous que c'est cette constitution qui vient d'être appliqué pour faire arriver aux responsabilités le Premier ministre actuel, M. Fils-Aimé. C'est-à-dire que, alors qu'on se demandait quelle était la Constitution... Et c'est une Constitution enveilleuse, c'est à chaque fois qu'on a, on a besoin de quelque chose, on a puisé dedans. C'est ça, on peut dire ce qu'on veut, qu'elle est enveilleuse, qu'elle a été amendée, qu'elle n'est pas amendée, que c'était un amendement sans poil. Quand ça va, on est allé dedans. Sauf que là, exactement, pour lui confier les responsabilités, on a utilisé un article de la Constitution qui permet de remettre le pouvoir, et je tiens à le dire parce qu'il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit. Les gens disent on a donné le pouvoir à Fils-Aimé. Non, on n'a pas donné le pouvoir au Premier ministre Fils-Aimé. C'est le Conseil des ministres, en tant qu'organe collégial, qui a hérité du pouvoir. Et le Conseil des ministres est présidé par un Premier ministre. Il se trouve que c'est ce monsieur, mais si demain le Conseil des ministres lui-même décide de le mettre en minorité, il perd ses fonctions. Oui, mais comment on va faire ça? Et d'ailleurs, quand on a remplacé M. Ariel Henry, on avait fait la même chose. Parce que depuis le décès, on avait fait la même chose, parce que M. Ariel Henry étant à l'étranger, il fallait trouver une formule. Donc le Conseil des ministres a pris la main, a nommé un Premier ministre intérimaire en attendant... Au sein du Donc autrement dit, aujourd'hui... Le pouvoir est entre les mains du Conseil des ministres. Donc, dans le bilan positif, on a une constitution qui donne beaucoup de droits aux citoyens haïtiens. Droit à la vie, droit à l'éducation, droit à la santé, le droit à la parole. Aux associations, tout ça. Exactement. Alors on peut toujours me Même dire, à la femme aussi. On peut toujours me dire que ce n'est pas, oui, pour les femmes, 30% de femmes au poste électif. Dans certains pays, ça n'existe pas. D'accord? En Haïti, c'est exigé. De l'équité de genre, c'est dans la Constitution haïtienne, etc. Mais oui, ce n'est pas appliqué, ça reste encore formel, mais ça existe. Et on pourrait même dire que finalement, on en est là parce que les citoyens haïtiens ont abusé de ce qu'est la démocratie. Et ça, ils ne vont pas tous le comprendre parce que c'est une pensée un peu complexe, mais il faut entrer dans la complexité pour essayer de comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Parce que quand, par exemple, vous avez des personnes qui décident d'occuper une partie du territoire, Port-au-Prince pour ne pas prendre d'exemple, c'est au nom de quel principe? Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Néanmoins, ces personnes sont capables de mettre l'État en échec dans l'exercice de ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. C'est un abus de la démocratie parce que beaucoup d'entre eux, je vous rappelle, ont été étiquetés comme des policiers. C'est très juste. Des policiers, des hommes politiques. C'est ça. Autrement dit, moi, je considère que l'État haïtien, même s'il est faible, est victime de ses dirigeants. Mais pas que l'État haïtien, toute la société haïtienne, mais je vous le dis, entre nous,
N'importe quel Haïtien, on vient de le voir, peut décider du jour au lendemain que c'est lui le patron, que c'est lui le chef. S'il est policier, rien ne va lui arriver. S'il est député, rien ne va lui arriver. S'il est sénateur, et encore plus s'il est président de la République, et c'est ça qu'on a vu. Autrement dit, dans le bilan, notre pays a été victime de lui-même et de ses dirigeants. Vous avez confié le pouvoir à des gens qui n'en ont pas été dignes. Et la conséquence est là, c'est un retour de bâton. Et le retour de bâton, ce n'est pas un risque dictatorial, mais le risque est là. Dans le bilan positif, vous avez également un peuple qui tourne définitivement le dos à la dictature. Parce qu'on est quand même passé de dictature en dictature avant la Constitution de 1987. Aujourd'hui, on n'est pas dans des dictatures en Haïti, on est dans des déviances du pouvoir. On est dans des abus du pouvoir. On est face à des autorités qui n'ont pas été à la hauteur du rêve démocratique. Autre point positif dans le bilan, c'est que n'importe quel Haïtien, parce que vous êtes passé d'un régime dictatorial à vie, à la possibilité pour n'importe quel Haïtien, si on respecte les règles constitutionnelles, d'arriver au pouvoir. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je dis qu'on est dans un abus de la démocratie, parce que effectivement, quelqu'un comme Jovenel Moïse, sans le rabaisser, qui est devenu président de la République, n'était pas à la hauteur. Mais démocratiquement, il l'est devenu. À partir du moment où il l'a été, je respecte ce qu'il a été. Le président Jean-Bertrand Aristide, en tant que prêtre, ne remplissait pas les conditions pour devenir président de la République. À partir du moment où démocratiquement il l'est devenu, eh bien Haïti c'est aussi ça. Et on doit l'accepter. Ça c'est la part positive. Et la part négative, on vient de le dire, dans l'exercice du pouvoir, nos dirigeants n'ont pas été à la hauteur, mais la société non plus n'a pas été à la hauteur. Parce que la société, là, a toléré les abus. Il y a ce qu'on appelle en Haïti, je crois en créole, il dit Mounio si tirait. Mounio si tirait. Parce que les kidnappeurs, ils les connaissent tous. D'accord ? Les gens type qui faisaient des barbecues, comme on les appelle, ils les connaissent tous. Tous, ils les connaissent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait contre eux ? Au village de Dieu, les ISO, etc. Ils les connaissent tous. Tout le monde vit de ce truc-là. Et ils ne sont pas les seuls responsables, je ne les accuse pas. C'est un ensemble. Oui. Nous avons eu des députés, des sénateurs, mesdames et messieurs, qui faisaient des trafics. Et je ne monte même pas plus haut, parce que tout le monde a déjà compris que plus haut, ça se passait aussi. Donc ça veut dire que si je vais chercher un Premier ministre haïtien, un président haïtien, il y en a très peu qui sont exemplaires. Et le bilan, c'est aussi cela. C'est-à-dire que la société s'est gangrénée, les gangs ont pris le pouvoir, non pas parce que Haïti voulait tomber sous la coupe des gangs, mais parce qu'en Haïti, on a confié le pouvoir à des gens qui ont fonctionné comme des gangs. Et pour prendre un dernier exemple, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est le président Martelly. Avant de devenir président, il a fait un clip. Bandit légal. Bandit légal. Bandit légal. Ah, il a annoncé la couleur. Il n'était pas encore président. Hein. Oui, il avait des Et dans le clip, intuitions. il y avait Monsieur Lamotte. Laurent Lamotte. L'équipe était en place. Il l'avait interpellé en disant Laurent Lamotte, c'est bandit légal, oui et tout. Bon. Et il est devenu Premier ministre. Autrement dit, quelqu'un qui annonce ce qu'il est, vous lui confiez le pouvoir. Là, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est ça. Non, mais dans le cas de Martelly, on sait très bien que c'est pas le peuple. Non, mais quand même. Peu importe. Non, alors, mais ils ont... alors, là, c'est un réflexe qui est un peu facile. Il va accuser l'étranger. Non, il faut arrêter. En Haïti, le noir d'Haïti n'est responsable de rien. Dès qu'il y a un problème, il nous dit c'est le bourgeois. Et le bourgeois, pour lui, c'est le mulâtre. Ce qui est faux. Il est peut-être bourgeois, mais il y a un bourgeois noir tout en Haïti. Nous pas jamais responsables de rien. Et même mulâtre sayo et même noir sayo, depuis qu'on problème, non, c'est blanc que tu choisi. Non. L'étranger peut décider chez nous
parce que nous ne sommes pas capables de le faire par nous-mêmes. Il y a une immaturité politique qui fait qu'on nous impose des choses. Si nous montrons que nous avons fait pour contre nous, que nous avons fait ça ou pas faire pour nous, eh bien, nous n'avons pas fait. Parce qu'on a donné des exemples dans l'histoire de notre pays. 1804, on a fait des choses. La chasse de l'occupation américaine, on l'a faite, on a réussi. Et donc on a des choses, il y a des choses qui sont possibles pour nous à condition que nous arrêtions d'accuser systématiquement. Moi, je n'ai jamais rencontré un Haïtien de la classe moyenne qui est responsable de quelque chose. C'est toujours les autres. Non, c'est aussi nous et on doit accepter cette responsabilité-là. Alors, moi, professeur Chéri, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit mon ami. Je vois, c'est ce que j'ai remarqué. Et il y a quelque chose de fondamental qu'il a dit, c'est qu'il y a une sorte d'immaturité politique chez les Haïtiens. Moi, j'aime dire que nous faisons la politique avec le cœur et non pas avec la tête en Haïti. D'accord. Et c'est ce problème-là qui nous a fait mal aborder la démocratie. Pour moi, sortant d'une dictature de près de 30 ans, il fallait une période de transition. On ne peut pas passer de la dictature à la démocratie. Déjà, il fallait informer les gens de ce que c'est que la démocratie, les former pour qu'ils puissent exercer leurs droits, ce qui n'a pas été fait. Donc, comme je l'ai dit au début de l'émission, ceux qui connaissaient les règles de la démocratie s'en sont servis à leur profit. Bien sûr. Donc, on va dire, oui, maintenant, c'est le suffrage universel direct, vous allez pouvoir voter pour qui vous voulez. Et on sait comment c'est les campagnes électorales en Haïti. C'est celui qui crie le plus fort, qui fait le plus de démonstrations. Il n'y a pas vraiment de débat d'idées. Donc, à partir de là, on va voter, ouais, là, celui-là, il est bien, ouais. Après, le gars, il sait qu'il va vous dire les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Avec raison. Hein? On sait qu'un peu partout dans le monde, les promesses électorales ne sont pas toujours respectées. Mais en Haïti, on ne fait même pas de promesses électorales. On lance des slogans. Ouais, donc, ouais, c'est cela. Oh oui, avis. Bon, j'exagère un peu. Hein. Mais pour dire que. Et c'est là que lorsqu'il a pris les exemples de Jovenel et d'Aristide, qui ont été élus par des gens, justement, qui n'avaient pas de maturité politique, cela, qui ont porté ces personnes-là au pouvoir, qui n'étaient pas préparés à exercer le pouvoir correctement. Donc, ça nous donne des situations vraiment bancales où on ne peut pas sortir du problème, puisque ces personnes-là n'ont pas la capacité de nous faire sortir du problème. Alors, voilà, donc nous allons prendre une première pause à l'émission. Et c'était vraiment riche, mais quand même, je vais vous laisser le temps pour que réellement les téléspectateurs puissent comprendre réellement ce que nous sommes en train de dire. Donc, Régie, on va prendre une première pause et puis on revient. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis, HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis, HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la suite de l'émission Screenshot, 52e sortie avec nos deux invités, Dr Éric Soré et ainsi que Wilkinson Pierre-Louis. Donc, ils sont entrés en quelque sorte de nous faire comprendre, de faire un bilan de la dernière année de ces 40 ans. 40 ans après la dictature, après la chute de Duvalier. Donc on dit des Duvalier parce qu'il y avait le père François et son fils qu'on appelle Baby Doc, mais c'était Jean-Claude. Donc il n'est plus. Les deux ne sont plus. Donc voilà, messieurs, on était en train de vraiment de faire un bilan, comme disait
et docteur Eric, c'est-à-dire que dans un bilan, il y a le positif, il y a le négatif. Donc on n'est pas en train de dire que c'est négatif, tout est négatif, mais tout est positif. Mais quand même, et merci avec Wilkinson qui a apporté un bémol qui est très, 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 très important. Mais ce que je voulais voir avec vous, monsieur, maintenant, est-ce que dans le bilan quand même, est-ce qu'on peut quand même, d'après vous, où ça a commencé? Là, vous avez, et Wilkinson a parlé de, vraiment la transition n'a pas été faite ou n'a pas été respectée, il n'y avait pas une transition avant de passer à la démocratie. Mais normalement, est-ce que le problème vient du CNG, de ce gouvernement-là? Est-ce que c'est pas parce qu'ils veulent garder le pouvoir eux-mêmes? Non, ça ne vient pas de ça. Je crois qu'on a une fausse notion une fausse idée de la notion de transition. La transition, dans les années 80, c'était pas uniquement en Haïti. Toute l'Amérique latine a été confrontée, c'était un mouvement, ce qu'on appelle aujourd'hui un mouvement géopolitique systémique. Perestroïka à l'époque, hein? Oui, on sort, la Pologne, donc. La Pologne, oui, tout à fait. La Russie, aujourd'hui, mais l'ancienne Union soviétique. Donc, partout dans le monde, vous avez des transitions, des changements de pouvoir ou de changement de système. Vous passez, si vous prenez l'Union soviétique, vous passez d'un système communiste, entre guillemets, rapide, à un système qui se voulait un peu parlementaire et qui ensuite est devenu présidentiel. Dans l'Amérique latine, vous avez le Chili, vous passez d'un régime dictatorial avec militaire, etc., et vous allez vers un régime. C'est ça la transition. La transition, elle est tout de suite après la chute du régime. Donc si vous dites qu'il fallait une transition plus souple, plus lente en Haïti, vous auriez voulu quoi à la place? La transition, c'est que vous sortez d'un système, vous entrez dans un autre système. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, tous ces mouvements de transition en Amérique latine ont échoué. Parce qu'on a vu des régimes, eh bien, même si ce n'était pas de la dictature, on a vu un retour en arrière. Vous prenez le Venezuela, on a vu le Salvador. Le Salvador, et aujourd'hui le Pérou. Le Pérou est à son 7e ou 8e président en 7 ans. Voyez. Donc, autrement dit, l'instabilité est revenue et on est parti vers des régimes. C'est ça. Et on est reparti vers des régimes soit militaires, soit un peu dans l'esprit de ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire des régimes un peu plus durs. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un échec, tout simplement. Et je dirais d'ailleurs, si on veut vraiment parler de transition, Haïti est le seul pays dans cette région où il y a vraiment eu transition. On est encore dans la transition? Oui, mais où il y a vraiment transition. Autrement dit, en Haïti, il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu un retour d'une dictature. Les familles régnantes, vous voyez, aux Philippines, par exemple, on parlait aussi de transition aux Philippines. Les familles qui ont régné avant la transition sont revenues au pouvoir. Et dans l'Amérique latine, aujourd'hui, vous avez tout plein de familles qui étaient au pouvoir avant la transition. Ces familles-là sont revenues au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Donc en Haïti, les Duvaliéristes n'ont pas repris le pouvoir. Ils ont été chassés, ils ont été mis en quarantaine pendant 10 ans, etc. Et ils n'ont pas repris le pouvoir. En réalité, et donc la transition, je pourrais dire pour Haïti, a eu lieu. Il ne faut pas confondre un échec social, parce qu'Haïti c'est ça, c'est un échec social, c'est un échec économique. Qui entraîne naturellement un échec politique parce que vous avez des responsables qui sont en décalage par rapport à ce qui est souhaité. Et puis surtout, des responsables, parce que ça on peut le dire, Haïti est quasiment le seul État au monde qui ne produit que des voyous politiques. Que des voyous politiques. Ah oui. Il n'y en a pas un seul. Ouais. Vous avez déjà vu un État où tous vos députés sont trafiquants. Et c'est pas moi qui le dis. Et en plus, on l'a pas découvert. Le Pierre Espérance, à chaque fois qu'il y a une élection en Haïti, fait un rapport avec son instance là. RNDDH. Et il nous dit voilà, il y a 40% des candidats qui ont un dossier, soit de trafic, soit de ceci, soit de cela. Et c'est eux qui passent. Ils ont l'immunité. C'est eux qui gagnent. On les ils ont surtout, ils ont l'argent, ils ont l'immunité. Et dès qu'ils arrivent aux affaires, autrement dit, c'est pour ça que je dis que la victime, c'est la société en tant qu'entité, c'est l'État en tant qu'entité, parce que dans le bilan, c'est ça, un bilan où toutes les institutions ont été
démolie, soit par le tremblement de terre, soit par les hommes politiques eux-mêmes. Et à l'arrivée, eh bien, les institutions ne remplissent plus leur rôle. Vous avez un président qui vient, qui démobilise l'armée. Or, un État qui n'a pas d'armée n'est pas un État. Vous pouvez chercher toutes les explications. Il y a un État qui s'est construit grâce à l'armée. Grâce à l'armée, c'est l'armée qui a construit l'État d'Haïti. Oui, je ne veux pas entrer dans la question de l'armée, mais quand même c'est important parce que c'est une institution indispensable de ces 40 ans. Mais quand même, regardez bien comment l'armée se comportait aussi. C'est ça, oui, non mais... C'est pas parce que l'armée se comporte mal qu'il faut pas l'armer. Parce qu'à l'arrivée, vous pouvez. Et d'ailleurs, Jean-Bertrand Aristide, je crois qu'il l'a fait volontairement. Il voulait le résultat qu'on a parce que Jean-Bertrand Aristide, c'est quelqu'un qui a une réflexion d'affrontement politique, tout ce qui est théologie de la libération, c'est-à-dire autrement dit, il savait bien qu'il lancerait ses militants contre le peuple et qu'après ces militants, eh bien, une fois qu'ils avaient des armes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont utilisées, mais il n'y a pas que lui. On ne peut pas accuser uniquement Jean-Bertrand Aristide, il faut accuser M. Martelly, M. Préval, qui était un débonnaire exceptionnel, M. Jovenel Moïse, qui lui encore, et c'est pareil, moi j'ai une image que tout le monde peut trouver, hein, le début de Jovenel Moïse derrière Martelly. Vous avez quelqu'un, on voit, voilà, une petite chemise. Tu voyais voilà. Ah non, moi je l'appelle pas Nek Banana, j'ai du respect. Ce que je veux dire par là, c'est que... Non, mais à cette époque, c'est comme ça qu'on le dit. Oui, c'est le slogan. Non, oui, mais ce qui était important, c'est qu'il a été choisi par M. Martelly pour humilier la classe politique formée, pour humilier les intellectuels haïtiens, parce que M. Jovenel Moïse ne devait pas être président. Mais c'est un choix qui a été fait volontairement pour montrer que M. Martelly voulait montrer qu'il pouvait choisir qui il voulait, et tous les autres ont fait la même chose. C'est-à-dire que quand vous démobilisez l'armée, quand vous choisissez quelqu'un qui n'a pas fait de la politique pour qu'il devienne président, quand vous êtes président et que vous dites que vous allez démobiliser, c'est M. Préval, démobiliser des gens, des anciens militaires ou des anciens militants politiques qui avaient des armes et qui les utilisaient maintenant contre la population, vous êtes finalement accoquinés avec eux. Beaucoup sont devenus députés, beaucoup sont devenus sénateurs. Eh bien voilà, cette déliquescence-là, Haïti l'a payé au niveau de ses élites. Et puis vous savez, monsieur Martelly, quand il a été élu, c'est le peuple d'Haïti qui nous disait, hein, nous préférer monsieur à nèg intellectuel yo, parce qu'à chaque fois on accuse les intellectuels, mais en fait vous ne m'en voulez pas. C'est vous, hein, qui choisissez les gens qui dirigent Haïti. Donc le bilan, c'est aussi ça, c'est-à-dire que chacun doit prendre sa part de responsabilité. Je ne dis pas que les intellectuels n'ont pas leur responsabilité, mais on leur demande d'être ceux qui empêchent le pays de sombrer. Mais en revanche, une fois qu'on repart un petit peu, quand il faut choisir les dirigeants, ben on dit, et d'ailleurs, dans toutes les institutions, c'est la même chose, hein. Dans toutes les institutions. Donc le bilan, c'est aussi ça, c'est une difficulté à construire un État et toutes ces institutions qu'on a démantelées et qu'on a laissées eh bien, finalement dépérir jusqu'à voir des sénateurs amener des matières qu'on ne va pas citer ici dans l'enceinte du Sénat. C'est-à-dire que c'est ça. On va voir et en même temps la faiblesse des institutions et dans cette période-là, donc tout ça pendant ces 40 ans, parce que regardez dans le temps, nous avons eu des institutions sur la dictature. Oui. Il y en avait. Mais à partir de ces 40 ans après la chute, toutes les institutions ont été effondrées. La corruption, la gouvernance, ce n'est pas pareil, mais comment peut-on expliquer ça? Enfin, moi, je commencerai par rapport aux explications que vient de donner le docteur Exoré, par voir le problème sous un autre prisme. Quelle est la responsabilité de nos élites dans l'échec actuel? Parce que là, on a dit que c'est la faute du peuple. Non, on n'a pas dit c'est la faute du peuple. Chacun peut prendre, il faut répartir les responsabilités. Moi, dans ma vision, un peu dans mon approche, j'estime que les élites ont failli pendant toute cette période-là. Que ce soit les élites politiques, économiques ou épiscopales, tout ce qu'on veut, hein, ou intellectuelles également, tous ces gens-là n'ont pas joué correctement leur rôle. Je suis désolé. En Haïti, on avait des élites donc, qui se respectaient, malgré la dictature, qui gardaient leur prestige et avaient du répondant. Et après,
elles se sont accoquinées avec tous les voyous possibles dans tous les sens. Et maintenant, on arrive à cette situation-là. On a d'un côté les élites qui regardent en disant « Regardez-les ». Et le peuple qui dit « Ils nous ont trahis ». Bien sûr. Comment on fait? Alors, je vais poser une question pour rendre l'émission encore plus dynamique. Je vais te poser une question. J'envoie en Haïti 10 intellectuels bien formés. Je prends Assas, Sorbonne, Harvard, tout ce qu'on veut. Et je les envoie en Haïti, dans le bureau d'un président. Je vais pas, ils étaient tous pareils, donc je ne vais pas en prendre un en particulier, qui a autour de lui des sénateurs, des députés qui ont tous été indexés dans des actes de corruption. Même s'ils sont 3, qui vous pensez qu'on va écouter en Haïti? Malheureusement, c'est bien l'homme de terrain. J'arrive. Il y a un aspect qu'il faut souligner avec ce que dit Eric, d'envoyer des éléments très bien formés, qui seraient capables d'éclairer un peu sur beaucoup de sujets. Il y a une règle en Haïti qu'on peut observer assez souvent. Ces personnes-là qui ont des bonnes formations à l'étranger, pour pouvoir se faire accepter dans la vie publique, politique en Haïti, quand ils arrivent, les équipes, comme tu dis, un président est trop content. Oh, il a fait Harvard, oh, formidable, c'est bon ça pour mon image. Je suis entouré de bons conseillers, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il va dire à ces types-là? Bon, mon cher Ovid, il a... Très bien, c'est vos bien, ou belle formation, belle bagaille. Mais pas vu faire bail ça là, non? Pas vu gâter bagaille là, non? Pas une fois, parce que deux bions là, c'est yo là. Si vous voulez manger, conformez-vous. Ou fait, j'en nous habitué faire, gardez tout diplôme, 11 diplômes, normal et tout. Mais on va pas dire, non, on va faire ça nous mando. Et bien sûr, comme Jean-Éric Soredil, 3 sénateurs, enfin parlementaires corrompus, tout ce qu'on veut, bah, ça là, c'est pour le dicter n'a ça pour le faire. Elle dit bon, on va toucher bien là, ou bien ou entre la caille ou dans chalope, dans Freddy caille blanc encore, qu'on y a là mon cher, mais ça vous fait. Et je continue dans les questions. Ensuite, une fois que j'aurai soi-disant des responsabilités, ou les intellectuels, où on leur confie des responsabilités, qui va assurer leur sécurité? Un policier qui donne des armes à des bandits? Qui va assurer sa sécurité? Un policier qui, quand son président est attaqué chez lui, n'est même pas capable de le défendre? Parce que l'État, c'est aussi ça. C'est-à-dire, en gros, il y a aussi un apprentissage à faire pour savoir ce qu'est l'État quand on est fonctionnaire, par exemple. Un militaire, un policier, les deux, bien entendu, on peut additionner tout ce qu'on veut. Leur rôle, c'est d'être des remparts pour le président. C'est de le protéger au péril de leur vie. Et ça, on ne l'a pas chez nous. Ils vont protéger le voyou au péril de leur vie. Pourquoi? Parce que c'est le voyou qui a de l'argent et qui les nourrit et qui les paye beaucoup mieux que l'État. C'est clair. Autrement dit, il y a aussi... Dans le cas de l'assassinat du président Jovenel Moïse, est-ce qu'on peut camper ça de la manière dont vous venez d'expliquer? Donc c'est un complot, donc c'est l'institution même qui est rentrée dans ce complot-là de la tête jusqu'au bas. Exactement. Et on ne peut pas tuer un président de la République s'il n'y a pas de complicité. Le chef de la police était là. Qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait. Oui. Donc ça s'appelle un coup d'État, tout simplement. Ça s'appelle un coup d'État. Et ça, il n'y a rien de compliqué. Le président, quelle que soit sa personne, à partir du moment où il a ses fonctions, doit être respecté et protégé. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend. Quand on est policier, quand on est militaire ou quand on est fonctionnaire, on est des serviteurs. Des serviteurs. Mais or, avec le président Jovenel Moïse... respecter aussi, doit toujours à vos ordres. Donc, si son chef... Il n'a pas eu ça, malheureusement. Si son chef lui demande de peut-être tirer sur le président ou bien de ne pas répondre aux attaques du président, les policiers sont obligés. Le policier, soit il obéit au président... Et s'il veut obéir à son chef, qui n'est pas président, il quitte la police. Ça, c'est ça la démocratie. C'est ça l'état de droit. Voyez ? Et c'est la même chose. Et c'est la même chose pour les fonctionnaires.
Moi, je vois des gens qui sont en poste, quel que soit le président. Oui, il y a des fonctionnaires qui sont des serviteurs zélés, etc. de l'État. Mais il y a les postes les plus importants de l'administration, les ambassadeurs et compagnie, ne doivent pas servir tous les présidents. Mais ça, malheureusement, c'est une question de... Et on le voit... Monsieur, dans le bilan, on n'a pas souligné le côté international. Oui. On en a parlé un peu. Ah oui, j'aimerais bien. Est-ce que, d'après vous, l'international aussi, même si c'est toujours les Haïtiens qui exécutent, mais est-ce qu'il n'y a pas le petit doigt de l'international dans le bilan qu'on est en train de faire qui mène le pays à terre? C'est le premier argument qu'on met en avant. C'est de la faute de l'international. Dans le cas pratique de la mort du président Jovenel Moïse, de son assassinat, on va pas dire la mort, de son assassinat, il est dit que les assaillants sont arrivés, on dit DEA, tous les policiers haïtiens se sont mis ventre à terre, pas à tirer une seule cartouche. Et ils savaient qu'ils venaient pour le président. Donc, comment une instance étrangère peut avoir plus de pouvoir que ton président? Là, je ne sais pas, ils ont arrêté de penser au moment où c'est arrivé, je ne sais pas. Ou alors ils ont dit, je ne vais pas mourir pour ce voyou-là, donc je ne me mets pas à plat ventre, la vie continue. C'est un président, on ne va pas l'appeler non, voyou. Mais disons, non, eux, peut-être dans leur tête, ils ont dit ça. Oui, j'entends. Et à partir de là, il s'est retrouvé, M. Moïse, face à des gens qu'on a envoyés pour... En fait, le but, ce n'était pas de le faire quitter, l'assassiner, c'était de le faire démissionner. Ah bon? Je vais donner un exemple pour montrer que c'était au moment de la révolte de 2004 conduite par Guy Philippe. Et lors d'un reportage, je crois que c'est un journaliste de RFI qui interroge un policier qui était au service de Jean-Bertrand Aristide. Et on lui demande alors comment vous allez accueillir Guy Philippe. Et c'est un frère d'armes. Voilà. Bah oui. Voilà. C'est un frère d'armes, pas un problème, non. Si, monsieur. Oui, l'autorité, c'est le président, c'est pas le frère d'armes. Peu importe, on en revient à l'international. Bien entendu que l'international est responsable, mais il n'y a qu'en Haïti qu'on se pose la question de savoir si l'influence extérieure compte. Dès que vous êtes souverain, vous avez deux faces dans la souveraineté. Il y a la face interne, chez vous, c'est vous le patron. C'est vous, vous assurez l'ordre, vous avez le monopole, néanmoins, de la violence légitime, tout ce que vous voulez. Néanmoins, sur votre territoire, eh bien, vous avez des ennemis intérieurs, des adversaires politiques qui parfois, oui, travaillent pour l'étranger. D'accord? Mais il n'y a que les citoyens haïtiens qui ont peur de l'influence des étrangers. Mais elle est partout. Regardez aujourd'hui l'influence du président Trump, y compris dans les grandes démocraties. La grande démocratie. Y compris dans les grandes démocraties. Mais ce n'est pas en Haïti qu'il n'y a pas de pouvoir, ce n'est pas en Haïti qu'il n'y a pas d'influence. Même lorsque l'élite d'Haïti est composée de gens formés en France, que fait la France? Elle s'appuie sur ces gens-là. Et que font ces gens-là? Eh bien, ils défendent plus l'intérêt de la France que l'intérêt d'Haïti. Ça s'appelle l'influence extérieure. Mais que fait la France par rapport à nos intellectuels? La France invite nos intellectuels à des colloques. C'est la France qui paye les billets. C'est la France qui paye l'hôtel. C'est la France qui donne à manger. Quelque part, ils finissent par se sentir redevables de quelque chose. Et oui, mais si la France ne le fait pas, nos intellectuels ne sont pas invités en France. Parce que les associations haïtiennes n'ont pas d'argent. Ils ont l'argent pour les gens qui viennent faire des choses qui ont vraiment. Ils ne peuvent jamais inviter des gens qui sont compétents. Ils ne peuvent jamais inviter des intellectuels. Mais ils ont l'argent pour faire gagner des gens qui viennent, soit en Haïti, ils viennent donner nos leçons ici. Ça y est, cap fait. Mais influence étrangère, extérieure, là, on pas qu'à compte ça. Seule façon pour contrôler, il faut avoir un renseignement généraux. Eh oui. Il faut avoir un bon diplomate qui a bonne information. Et il faut avoir une élite qui est nationaliste. Non pas au sens européen du terme, xénophobe du terme, où on peut dire patriote. Allez, on va enlever patriote. Si vous n'avez pas ça, vous allez passer votre temps à pleurer de l'influence extérieure. Or là, on vient de le voir avec le nouveau Premier ministre. Qu'est-ce qui lui a permis de prendre la main et de garder le pouvoir? L'influence. Oui, l'influence internationale et la force. Elle venait d'où, la force? Des États-Unis. Voilà. Et ça, vous ne pouvez pas faire sans.
Et nous, qui sommes de la diaspora, nous sommes aussi de l'extérieur. Nous sommes une influence. Et cette influence-là, si nous arrivons en responsabilité, à qui ferons-nous confiance? À qui ferons-nous confiance? Alors, justement, Toujours à l'international? Bien entendu. En parlant Bien de- entendu. Pourquoi? Comment on arrive maintenant à sortir? Parce que normalement, c'est Mais ça le problème. je viens de le dire, professeur. Il y a les deux faces. Il y a l'interne, il y a l'externe. Il faut avoir des patriotes. Il faut avoir des gens qui, même s'ils négocient avec l'étranger... Vous venez de voir ce qui s'est passé au Venezuela. Vous avez l'impression que les choses sont si faciles que cela. Qu'a fait l'élite vénézuélienne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a collaboré. Elle a laissé son président... Ouais, ils ont lâché. Oui, mais ça, on comprend parce qu'il y avait une crise. Si on comprend, on doit aussi comprendre pour Haïti. Est-ce C'est que la même c'est chose. pareil? C'est Non, pareil. c'est pas pareil. Bien sûr que c'est pareil. C'est pas pareil. Si, c'est une influence extérieure. Pour moi- C'est une décision qui vient de l'étranger et qui est acceptée par l'élite politique. Mais cette élite politique, elle est composée de qui? Vous pensez qu'ils sont tous chavistes ou gens de Maduro? Non. Vous avez une élite qui est composite. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut oublier cette histoire d'un pays qui peut vivre sans influence. Même l'Haïti, d'après indépendance, même l'Haïti de 1804, d'accord, subit l'influence du fait de la composition de son élite. Parce que l'élite d'Haïti, elle est essentiellement métissée après l'indépendance d'Haïti. Et vous ne pouvez pas empêcher à un métis d'Haïti, à un mulâtre d'Haïti, d'avoir de bonnes relations avec ses cousins, ses frères et sœurs, qui sont français, qui sont espagnols, qui sont anglais. Comment vous allez faire? Exactement. Donc ça, il faut faire avec. Ça s'appelle de la diplomatie. Et ça, c'est pas grave. Tous les États font avec. Ouais. Alors moi, par rapport au rôle de l'international et sur le plan sécuritaire particulièrement, mais bon, cette influence est multidimensionnelle. Oui. Éric l'a bien souligné sur le plan idéologique, culturel, déjà quand ils invitent nos intellectuels, tout ça. Forcément, ça, c'est de la diplomatie. C'est de la diplomatie quelque part. Oui. C'est du soft power. Oui, exactement. Maintenant, concernant les États-Unis, on n'est pas dans le soft power. Quand les États-Unis, en fait, pour moi, les États-Unis n'ont jamais quitté Haïti. Bien sûr. Jamais. Bien sûr. Ils sont soi-disant partis en 1934 en laissant ce qu'on appelle l'armée d'Haïti, qui, avec des officiers supérieurs qui étaient formés à l'école des Amériques. Donc, avec des idéologies qui lui ont été injectées plutôt droitières dans l'ensemble, qui fait que ces gens-là, ces généraux, ces colonels, ces hauts gradés, arrivés en Haïti, étaient plus prompts à obéir aux États-Unis qu'au président haïtien. D'où la facilité de faire des coups d'État. Maintenant, la police haïtienne. La plupart des unités spécialisées sont sur le payroll de l'ambassade américaine. Alors, qu'est-ce que, dans l'histoire de l'assassinat de Jovenel Moïse, vous croyez qu'ils allaient s'opposer à leur patron? Jusqu'à présent, les unités, je dirais pas toutes, mais la plupart des unités spécialisées en Haïti sont payées par les Américains. C'est-à-dire que formées et rémunérées. Donc, on compte sur eux pour faire tel travail au niveau de la population. Mais si leur patron leur dit vous bougez pas, vous sortez pas, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent? Donc, dans le bilan, ce qu'on doit bien comprendre, c'est qu'il y a un vrai affaiblissement de l'État et donc une emprise externe encore plus forte. Et donc, il y a une nécessité pour toute la société haïtienne de bien comprendre ça. Et puis, un autre élément que nos compatriotes n'ont pas encore bien cerné. Il y a un changement dans la composition sociologique de l'élite d'Haïti. Vous voyez, en République dominicaine, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est président, mais qui est ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelle chez nous, le Syro-Libanais. Et je crois qu'en Haïti, on n'a pas encore compris que plus on va avancer dans le temps, plus ces personnes vont être, en tant que Haïtiens, appelées à faire de la politique et à prendre le pouvoir. Mais il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est pas il y a un côté nationaliste chez eux. Ouais. Ah oui, non mais... C'est là le bas blesse. Donc il y a un problème. Alors je pense qu'ils l'ont. Je pense qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas être haïtiens. Ils le sont. En revanche, comme dans la société, on n'a pas encore compris que c'est un changement sociologique, on ne l'a pas encore accepté et on se comporte avec ces personnes comme si c'était des étrangers. Ce ne sont pas des étrangers. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, en République dominicaine, c'est en train de se faire. Ils prennent le pouvoir, ils l'exercent. En Haïti, je pense qu'ils vont le faire.
ils vont l'exercer. Il n'y a pas qu'en Haïti, M. Bukele. Et donc, dans l'Amérique latine, vous avez ce mouvement qui est en marche. Et vous avez aux États-Unis, aujourd'hui, vous avez Rubio, très puissant. Il est quoi? Il est latino. Et donc, ça bouge. Et chez nous, on a encore des problèmes avec le bourgeois. On a encore des problèmes avec celui qu'on veut désigner comme étant un étranger. Pardonnez-moi, docteur, je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait normalement pour que le peuple puisse les accepter? Regarde, s'ils veulent le pouvoir, ils doivent commencer par investir dans le pays. Qu'on dit Non, mais ils l'ont fait. Arrêtez. Si, Arrêtez. Ils font des business. Mais investir comment? Investir comment? Écoutez, mais le pays, il faut aider l'État à développer le pays. Non, même c'est pas leur rôle. Je comprends, c'est l'État qui doit en quelque sorte, mais eux, ils s'enrichissent. Oui, mais en retour, qu'est-ce qu'ils n'ont rien fait dans le pays? On va nuancer. Non, on va nuancer. Il ne leur revient pas de tout faire. Je comprends. Il ne leur revient pas de tout faire. Et ceux qui investissent appartiennent à leur groupe sociologique. Autrement dit, c'est plutôt les bourgeois noirs d'Haïti qui doivent en faire plus. Parce que le pouvoir est économique. Nous avons trop pensé au fait que le pouvoir n'était que politique. C'est ça. Et ça, c'est terminé. Jusque-là, ils finançaient nos campagnes, ils nous laissaient faire nos affaires. Aujourd'hui, ils disent non. On va financer pour nous-mêmes et on va aussi prendre le pouvoir. Et autrement dit, et c'est là où c'est plus subtil, il va y avoir un gros perdant. C'est la classe moyenne qui quitte Haïti parce qu'elle ne comprend pas l'enjeu. Et c'est la diaspora, avec la classe moyenne née dans la diaspora, qui ne pourra pas y retourner parce qu'elle n'a pas les moyens de se battre. Parce que le pouvoir, vous ne pouvez prendre le pouvoir, et c'est ce qui a manqué à Jean-Bertrand Aristide, c'était la force. C'est ce qui a manqué à M. Jovenel Moïse, c'était la force. C'est-à-dire qu'un pouvoir qui n'a pas la force, qui n'a pas le monopole de la force, ne peut pas être un pouvoir utile, capable de donner le là pour faire investir les bourgeois, peu importe leur couleur de peau, dans la société haïtienne. Parce qu'ils investissent, mais uniquement dans leur intérêt, où ils investissent beaucoup à l'étranger. Ils pourraient en faire un peu plus en Haïti. Mais il n'y a pas qu'eux qui doivent faire, parce qu'encore une fois, on a vu beaucoup de gens s'enrichir. Oui, puis... je termine juste là-dessus. On a vu beaucoup de gens s'enrichir sous Jean-Bertrand Aristide. On les a appelés comment? Des grands mangeurs. C'est ça. Des mangeurs de capitaux. Eh bien, ces capitaux-là, il va falloir les restituer dans l'économie haïtienne pour que la société s'en sorte. Puisqu'aujourd'hui, oui, la crise, elle n'est pas que politique, elle est vraiment au cœur même de la société. Et puis, on vient de vivre quelque chose qui est terrible. C'est ce qui vient de se passer à Port-au-Prince. On ne va pas se cacher derrière notre petit droit. Alors, monsieur dit, OK, Haïtien pas fait zam. OK. L'autre dit, Haïtien pas fait zam, on va défendre bandit. Yo dit c'est moun qui finançait gang yo. Mais bon avec ça. Peut-être qu'on a raison. Mais sauf que les montrent image territoire que n'a récupéré là yo. Côté où est contre civilisation. Bilan c'est ça oui. C'est-à-dire qu'on a un pays où les gens se sont gangsterisés, mais le gangster n'a pas de projet politique. D'accord? Il n'a pas de projet politique. Il n'a pas de projet social. Bon, il chasse le peuple encore, il chasse les habitants de... Qui il chasse? Et donc, on devait les garder. Celui qui lui ressemble, exactement. Donc, autrement dit, il faut que nous attentifs à mouvement sociologique qui passe dans la société nous. Classe moyenne n'a pas pâti. Bourgeois n'a pas pâti, non? Il n'est pas pâti. Non, ben non. Non, il n'a pas intérêt pour le pâti. Classe moyenne à l'étranger, il n'est pas tout nain. Eh bien, place où était dehors, pays la plus difficile pour nous construire. Ça, il faut nous attentifs à ça. Alors, pour continuer dans ce sens affaire de classe, soit parler, c'est vrai que l'île est temps pour nous-mêmes haïtiens nous arrêter avec affaire couleur. C'est ça. C'est-à-dire que ça qui a passé là en Haïti, c'est une question de lutte des classes, avant tout, pas de couleur. Genre, tout le monde voulait faire le comprendre, noir contre milade, contre blanc, étranger, tout ça, pareil, j'en dis, c'est que moun sa yo, c'est au fini par devenir haïtien tout. C'est ça. Troisième, quatrième génération. Ça qui passait, c'est que faut que
nous arriver au sentiment d'appartenance. C'est ça. Un sentiment d'appartenance, que ce soit bien pour Milad, pour Blanc qui en Haïti, que Noir, que nous fait partie d'un même peuple, que nous devons nous nation, faut nous entendre nous pour nous avancer ensemble. C'est fondamental. Donc, il faut que monde capacité spectre la lutte des couleurs, ça c'est une lutte des classes. Donc, à partir de là, classe moyenne qui a arrangé pour faire quitter Haïti dans mauvaises conditions, on a vendu bien l'île pour le cas Chapé Saint-Domingue, à le Brésil, à ceci, cela. Ça, c'est éliminer classe moyenne, non. Il a appauvri, il fait tout sauver avec elle. Riche, comme pour Eric dit. Maintenant, il y a deux classes. Voilà, c'est extrêmement pauvre et très riche. Ouais. Donc, ça qui était, c'est que. Bien sûr, le pouvoir de force, là, il est vraiment à l'avantage de très riches, même si on dit nous 1 million en face. Il y a plus de dire, mais et moi qui boire manger aussi, papa, la force économique. Ils ont la force économique quand même. Besoin de manger, ma peux porter, oui, bah, ou. Ah! Vous dites pas nationalisme, pas même pays, pas de produire, mais et ça on va le faire après. Les bave le travail, ou dit moi c'est étranger, pas ici, on va mettre dehors. Tout pas investissement fait là, pas mettre sous dôme bâti. Et ça qui fait que moun sa yo vinn au départ. Moun sa yo te commencé à investir dans l'industrie en Haïti, des petites industries, essayer de faire production nationale là développer. Mais là yo vinn comment nous considérer et que c'est beaucoup plus facile pour qu'on importer des biens, des marchandises, retour sur investissement immédiat, les cash, capitaux ils investi à l'étranger, bénéfices ils investi tout de suite, ils acheté, remené, ainsi de suite, grossi fortune. Donc, c'est difficile pour nous faire sortir dans le schéma ça. Qu'on y a là. Tant que l'État n'est pas fort, tant que l'État doit mettre en place des règles, des politiques économiques, budgétaires, mais celui qui est élu aussi rentre dans le jeu, donc il fait le jeu pour parce que c'est eux qui financent la campagne. Mais professeur, tous les riches du monde essayer d'accaparer. Évidemment. Regardez, quand on veut taxer les riches français, ils se mobilisent et ça ne passe pas. Donc moi, je n'ai pas de problème avec un riche en Haïti qui veut se battre contre l'État. En revanche, j'ai un gros souci avec un riche d'Haïti qui n'est riche que par la contrebande. Mais oui, c'est ça. C'est ça le véritable. Voilà. Et puis aussi, je voulais souligner un problème avec la classe moyenne noire riche. On va prendre une deuxième pause tout de suite. C'est que moun sa yo, le plus souvent, il n'a pas pensé à investir. Il a fait show-off. Construit gros caille, gros machine, pas gain pour rouler. Quartier côté, il construit château. Depuis là, puis tomber, c'est Malabou seulement. Alors que nous t'es jeunes moyens. Pour nous faire en sorte que gagne des routes, des infrastructures. Yo malade et courir Miami, courir Cuba, courir Saint-Domingue pour y aller soigner. Ça c'est pas faute si au Libanais. L'État a une responsabilité et une classe moyenne aisée ça a tout noir là, il a une responsabilité. Alors, en tout cas moi oui. Oui, on va prendre. C'est sur votre fin. D'accord. Régie, on va prendre une deuxième pause et puis on revient. Ne bougez pas, on va revenir. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis, HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Mesdames, Messieurs, voilà, nous sommes de retour pour la suite et la dernière partie de l'émission Screenshot. 52e sortie avec Éric Soré, docteur, avocat, politologue, dramaturge en même temps. Et sans oublier Wilkinson Pierre-Louis, et animateur radio et puis présentateur d'événementiel, sans oublier analyste et business analyst banque. Donc en même temps, membre du mouvement MOD. Et sans oublier Compita Agency, qu'il est en train de diriger pour le moment. Donc voilà, nous avons deux personnalités avec nous. Ça fait longtemps qu'on est en train de faire le bilan de ces derniers 40 ans. Oui, de ces derniers 40 ans. Un bilan, comme disait le docteur et Eric, c'est dans un bilan, il y a positif, il y a négatif. Mais est-ce que le bilan est mitigé ? Je ne sais pas, mais quand même, dans la dernière partie, monsieur, donc c'est les conséquences ou les séquelles même des dictatures, de la dictature. Donc les conséquences et l'impact sur la population, parce qu'il y a du côté de la santé, de l'éducation, etc.
est-ce que nous avons avancé? Conséquences économiques, il y a en même temps, il y a crise, il y a inflation. Est-ce que la population, au niveau économique, a régressé, si on peut dire ça comme ça? Oui. Comment? Qu'est-ce que vous allez dire de plus vous-même? Alors, je pense qu'on a un peu parlé de tout ça dans nos échanges. Puis parce que c'est lié, l'économique, le politique, le sociologique, tout est lié. Mais alors moi je vais utiliser un mot qu'on utilise quand on fait un bilan, c'est que on se pose la question de savoir est-ce qu'on a un déficit, on prend en compte le résultat, ou un excédent, voilà. Est-ce qu'on a un bénéfice qui nous reste, qu'on peut partager, ou est-ce qu'il nous reste un déficit? Et je crois que dans le cas d'Haïti, c'est un déficit. Ok. C'est un déficit, c'est-à-dire qu'on a une société qui est cassée, une société qui est démembrée. Vous avez une classe politique qui s'est, je dirais, décrédibilisée. Vous avez des institutions qui ont été détruites. Il faut tout refaire. Tout refaire. C'est-à-dire que vous avez un pays qui, au bout de 40 ans dit de transition, devrait se retrouver à faire systématiquement des élections générales. Alors qu'on ne devrait faire que des élections partielles, soit partielles, en tout cas dans les suivant le calendrier défini démocratiquement. De telle sorte qu'il y ait, un tiers exactement, du Sénat, de telle sorte qu'il y ait une respiration démocratique. On n'en est pas là. On en est à chaque fois à recommencer. Mais là, c'est pire, puisque par définition, après le tremblement de terre de 2010, les institutions se sont physiquement effondrées. Il faut reconstruire les bâtiments. Mais en plus des bâtiments, il faut faire des élections pour qu'il y ait des hommes pour prendre en main les institutions. Donc le déficit est aussi politique. Il est économique, on l'a dit. Le PIB du pays a été divisé par 3 à 4. Et ça, c'est horrible. En parallèle avec une croissance démographique incontrôlée. Wow. Et ce qu'il restait de la classe moyenne a été détruite. Elle est partie à l'étranger, elle ne retourne plus. D'ailleurs, la dernière fois... Petite anecdote, oui. Eric. Nous rendons-nous compte de cette spécificité un peu qu'on a en Haïti. La majeure partie des pays au monde où on a eu une diaspora, des gens qui ont quitté le pays, se sont enrichis. Oui. Or, dans le cas d'Haïti, c'est l'inverse. Alors, la diaspora haïtienne s'est enrichie. C'est pour ça que je parle de création d'une nouvelle classe moyenne. Ils n'ont pas retourné ce qu'ils devaient au pays. Ah si, et ils envoient beaucoup d'argent. Non, mais le problème de cet argent, c'est qu'il rentre, mais il ressort. Ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas de production. Oui, mais c'est pas la faute de la diaspora. C'est ça encore. C'est pas la faute de la diaspora. Même. Globalement, ce que je voulais souligner, c'est qu'on a une grosse diaspora qui, l'année dernière, 5 milliards de dollars envoyés en Haïti. Regardez l'état du pays. Mais la diaspora n'en est pas responsable. Non, je sais bien, voilà. je sais bien. Alors donc c'est le paradoxe haïtien pour moi un peu. 80% des gens formés d'Haïti sont à l'extérieur. Et Haïti, finalement, se retrouve dans la situation d'un État qui a connu la guerre. Oh, il faut le dire aux gens. Haïti n'a pas connu de guerre pour être dans cette situation-là. Et il y a même des États qui, après la guerre, ont fait mieux que Haïti. Oui, parce que c'est une opportunité de rebâtir, de reconstruire. On se retrouve, pour un peu te couper l'herbe sous le pied, mon cher Eric, là où les gens voient une situation catastrophique, moi je vois des opportunités avant tout en Haïti. On a la chance de pouvoir tout reconstruire, mais bien cette fois-ci. C'est-à-dire que tout s'est effondré, on est d'accord. On a une situation catastrophique à gérer. Mais maintenant, on n'a pas les. Pour construire tout ça, pour bâtir tout ça. Mais on a les ressources, ça veut dire. Mais maintenant, il faut arriver à faire s'entendre les gens pour travailler ensemble. C'est là notre difficulté à présent. Il faut accepter l'idée d'un État fort parce qu'il a été trop affaibli. Il faut qu'il redevienne fort, c'est-à-dire qu'avec des autorités respectées et respectables. Parce que moi, je ne vais pas respecter Est-ce que la Constitution nous permettra d'avoir un État fort Bien sûr. Aujourd'hui, M. Fizemé est puissant.
Oui, mais c'est la Constitution. Oui, si. C'est la Constitution. Avec la Constitution. Non. Je comprends. Vous avez dit au départ que c'est quand même, on a utilisé la Constitution. D'accord, mais il ne dirige pas avec la Constitution. Ah, ça c'est autre chose. C'est ça que je voulais dire. Voilà, ça c'est autre chose. Aussitôt qu'elle va faire même un remaniement, on va commencer. C'est ça. Mais là, par contre, oui, dès qu'il va commencer à agir, voilà. Eh bien, il y aura, d'après la Constitution, il y aura le réflexe du commandeur. Voilà. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'Haïtiens sont des commandeurs. C'est-à-dire qu'ils ont gardé la mentalité du commandeur, donc de l'esclave qui avait du pouvoir sur les autres. L'Haïtien, dès qu'il y a une décision, il est contre. Non, on réfléchit d'abord avant d'être contre. Mais pour avoir une métaphore que vous voulez dire là, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, je viens de le dire, il faut accepter qu'il est plus fort que toi. Quand l'État décide... Je prends juste un exemple. Monsieur Fizime va dire qu'il va faire ça demain. On a un gars qui va débarquer à la télé ou à la radio. C'est avocat, pas d'accord. Bon, s'il parle est là pour mourir, etc. On le sait. Wilkinson va dire c'est président mort, ne pas demander ma vie. Mais on n'a pas à te demander ton avis sur toutes les décisions qu'on prend. Ouais. Et puis surtout, il y a pire. Il faut que les gens le comprennent. Ils ne le disent pas en vertu d'un mandat. Ils le disent en vertu de rien du tout. Ils déclarent que lycée avocat peuple, lycée défenseur peuple. Et là pour rouler à terre, pour le dire c'est peuple là qui doit rouler à terre pour opposer là une décision d'autorité. Et dès qu'on va commencer à s'intéresser à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à organiser son quartier, il va dire qu'il est chef de brigade, il va dire que ceci, il va commencer à avoir des armes, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme les autres viennent de faire là. C'est-à-dire, il va exercer une violence terrible contre les gens. Parce que moi, je peux vous donner juste un exemple. Quand je vois les avocats haïtiens parler, mais je me dis, mais moi, je ne suis pas avocat, parce qu'un avocat haïtien qui parle, il crie, il hurle pour montrer qu'il est quelqu'un. Non, monsieur. Et c'est comme ça qu'ils ont tué le président Jovenel Moïse. Ça a commencé comme ça. Moi, j'ai entendu quelqu'un m'expliquer qu'il donnait un préavis au président. Un préavis au président. C'est ça. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Il a dit au président, si dans 3 mois, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu vas voir ça. Non, mais... Et après, ils vont t'expliquer que le président Duvalier était méchant. Excuse-moi. C'est-à-dire que cette mentalité-là, il faut qu'on la change. Pas du jour au lendemain. Mais évidemment, on n'a jamais vu un changement de mentalité du jour au lendemain. Ce que je veux dire, mais c'est un effort qu'on doit faire tous. Mais il faut que nous deals. Il faut que nous deals pour tout le monde qui grandit ici, comprennent que n'importe quel Haïtien, je vais le dire en français parce que les enfants qui nous écoutent doivent comprendre, n'importe quel Haïtien peut décider du jour au lendemain d'exercer une violence terrible sur la société haïtienne en toute impunité. Personne ne lui dira rien. Au contraire, il sera applaudi, il sera invité dans les médias, peut-être pas chez H-Live, mais c'est lui qui va faire la loi en Haïti et c'est ça le drame que vit Haïti aujourd'hui. Donc, oui, un changement de mentalité. C'est ce que je voulais dire. Bon, monsieur, là, on est vraiment à la fin. Est-ce qu'il y a une perspective, en dehors de tout, concrète même? Qu'est-ce qu'on doit faire là, si vous êtes au pouvoir? Qu'est-ce que vous allez faire? Ou qu'est-ce que vous souhaitez que les hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui fassent? Moi, personnellement, j'ai un schéma assez clair dans ma tête. Il faut restaurer l'autorité de l'État, comme l'a dit plusieurs fois Maître Soré, retrouver le contrôle du territoire. Donc, pas seulement la terre principale, mais aussi bien à la Tortue, à la Gonave et ailleurs, les autres petites îles adjacentes que nous avons. Il faut répondre aux besoins primaires, donc à savoir nourrir notre population, lui donner accès à la santé, l'éduquer. Ce sont les 3 bases qu'un pouvoir devrait prendre en compte pour diriger. Pour cela, en parallèle, mettre des mesures en place qui favorisent le redémarrage de l'économie du pays. Et je pense qu'à l'horizon de 10-15 ans, on aura restabilisé notre population dans le pays.
et peut-être même si les choses vont très bien, rapatrier ceux qui sont en mauvaise posture à l'extérieur et retrouver notre respect. On ne retrouvera le respect par rapport aux autres que quand nous cesserons d'envoyer des tonnes de réfugiés, des choses comme cela. Haïti retrouvera son respect. Et, les perspectives se trouvent dans la Constitution de 1987 amendée. Et je ne vais pas me payer de mots. Moi, je n'ai pas de solution magique pour Haïti. Je ne vais pas faire comme font les gens parce qu'ils sont avocats, parce qu'ils sont présidents, parce qu'ils ils ont tous des rêves, ils ont tous des solutions magiques pour Haïti. Ça n'existe pas. En revanche, ce que je sais, c'est que dans la Constitution de 1987, qu'on l'aime pas, les choses sont claires. Les citoyens haïtiens ont renversé la dictature pour, c'est écrit dans la Constitution, garantir les droits inaliénables et imprescriptibles des Haïtiens à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur, comme c'est dit dans la Constitution. Vous savez ce que c'est que la Constitution ? C'est un contrat social. C'est ce que les gens décident de réaliser ensemble. C'est pour ça qu'on appelle ça un contrat. Et les gens ont voté pour ça, mais ils ne l'ont pas fait. Dans cette Constitution, et c'est pour ça que je parle d'espérance, c'était ça l'espérance. Il est dit également qu'en Haïti, on veut une nation socialement juste. La société haïtienne est injuste. On veut une société économiquement libre. Je ne sais pas si les gens ont compris ce que ça veut dire. C'est le monopole qui prime en Haïti. Oui. C'est dur à dire. Hein. Et là aussi, c'est dans les mentalités. Il va falloir faire accepter aux tenants du pouvoir économique le fait qu'ils doivent accepter la concurrence. La concurrence, c'est exactement. Ça bonne pour tout le monde. Économie libre. C'est ça. Entre autres. Mais ça c'est nécessaire. Et je vais pas tout lire. Hein. Je vais vous lire une autre partie dont on a parlé tout à l'heure. Ils ont dit qu'ils voulaient rétablir un État stable, ce qu'il n'est pas, fort, parce que tout à l'heure vous avez eu peur de l'État fort. Ils demandent un État fort. Eh bien, un État fort, c'est pas un État où n'importe quel âne va débarquer et contester toutes les autorités en place. C'est pas un État où du jour au lendemain, quelqu'un nous dit il faut une transition. Non. Il faut respecter les choses. Un État fort, c'est l'État qui est le seul sur son territoire à exercer la violence qu'on appelle légitime. Un État dit stable, fort, et c'est écrit, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté dont on a parlé tout à l'heure, l'indépendance et la vision nationale. Je vais m'arrêter là parce qu'ils disent beaucoup de choses. Ils parlent même de pluralisme démocratique, de l'acceptation de la communauté de langue. La communauté de langue, ce qui fait que quand moi je parle créole ou que je parle français, pas qu'on est qui a voulu me dire pour ne pas parler français. Dans la Constitution PIA, dans la préambule Constitution PIA, il faut préserver la communauté de langue PIA et de culture PIA. Or, les ne pas parler français, les gens vivent en France, les candidats en France, les disent pour ne pas parler français. Je fais exprès de dire en créole pour voir subtilité. Dans la Constitution PIA, il y a deux langues. Oui, il y a deux langues. Deux langues. Vous parlez n'importe sauvé. Haïtien, qu'à comprendre. Après, il y a l'autre difficulté. On a dit, fais attention parce que le niveau de langue n'est pas le même pour tout le monde. Ça, je peux le comprendre. Et d'ailleurs, je le vois. Parfois, je rencontre un compatriote. Moi, je lui parle en français, il me parle en créole. Mais parfois, je fais exprès. Je ne change pas la langue. Et on se comprend. Ma langue d'expression. Non, c'est pas parce que je veux lui dire. En fait, on ne se parle pas. Si moi je peux parler ta langue, tu peux aussi parler la mienne. Surtout qu'on vit tous les deux en France. Autrement dit, en Haïti, c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on fasse dans l'effort de fraternité. Eh bien, qu'on se dise quand on est entre nous, qu'on peut avoir le même niveau de langue. Peu importe que la personne parle créole ou qu'elle parle français, ces mêmes bagailles-là, nous devons respecter une l'autre. Parce que leur agression, me dit, pas parler français, sont gros agressions liées.
Et pas tout le monde est d'accord. Voilà. Ça fait me penser. Ça va le faire débat dans la C'est ça, communauté. c'est Ça aurait dit dans l'émission. Mais c'est créole pour nous parler. Nous connaissons déjà. Là, on fait ça avec, on va agresser. Parce que tout le monde qui a regardé là, tout le monde qui a regardé là aussi, a regardé, tout pas parler créole. Oui. Donc, je suis obligé de parler dans deux langues, je me fais exprès. Je ne pas parler dans celle. Je parle dans tout deux pour montrer que je maîtrise tout deux. Mais, il faut soit exiger des moyens, il faut exiger pas trop en français. Voilà, dit. Mais voilà, ma voix, non? En plus, on va vivre en France. Bon, je vais terminer là. Oui. Parce que un dernier point qui est très important, et c'est ça nous va respecter la CAI. Dans la Constitution, dans le préambule, là, il dit qu'il faut accepter séparation pouvoir. Il faut accepter que pouvoir de travail a un intérêt fondamental et prioritaire de la nation. Or, justement, au niveau de ce qu'on peut appeler les privilégiés d'Haïti, je ne suis pas certain qu'ils sachent ce qu'est l'intérêt fondamental, l'intérêt général de tous les Haïtiens. Non. Et ça, l'espérance est là, la là, perspective, c'est de dire, en gros, ou bien travail devant mon professeur, week-end sans travail. Oui, mais justement, La on tient télévision fait anecdote. son travail déjà. Professeur C'est Chéri, ça. on tient anecdote qui est un peu bon espoir dans le sens que ça hérite intérêt de la nation et avec problème des oppositions des couleurs, bah, comme ça. Je regarde par exemple sélection U17 féminine dans là, où il y a des joueuses métissées, voire même blanches, qui représentaient Haïti. Non, mais aux minoritaires, mais ça correspond à peu près à la proportion qui est dans la population. Hein. La grande majorité, à 90%, nous, c'est noir, ou bien 7-8% qui est métissé, et puis 2% de blanc. Donc, sélection ça, elle est vraiment représentative de Haïti noir. Et son sélection qui gagnante, montre que Haïti a gagné dans la formule ça. Mettez tout le monde à contribution. Potez ça au gain, Jean Ouya, nous tous ces Haïtiens. C'est ça. Et bien aussi, pour m'expliquer un peu la situation Haïti, dont l'autre façon, m'a dit que Haïti est un peu dans une situation tout pays qui est issue d'une société esclavagiste, coloniale. De façon générale, ou pas loin, que y a un peu même type de bagages ça, qui a dépassé dans la société. Et ça, si nous pas chercher à comprendre ça pour nous sortir de lui mentalement, nous pas jamais arriver ça, nous voulions. Anthropologue, ethnologue, il faut travailler en pile tout. Alors ça, moi, à peu près d'accord sur lui, sauf risquant, c'est accuser toujours étranger à mais non voilà ouais, mais non on dit que nous hériter de une situation. C'est à nous maintenant de faire l'effort de surpasser tout ça. C'est ça. Mais nous quand même hériter de ça, mais il faut nous prendre conscience. Si nous voulons nos explications à ça, nous vivons là, qui j'en nous y est, il faut nous comprendre dans quel type de société nous y est. Je dis ça parce que je sais que il y a beaucoup de gens dès qu'ils disent un truc qu'il faut décoloniser, mais c'est bon les mecs, c'est bon. Maintenant, assumons-nous quoi. Oui, c'est ça. Voilà, assumons-nous. Pas même où elle sous sens ça, décolonisation, non. Voilà. C'est-à-dire que mais ça, si nous de qui ça nous hérité, bien sûr, que nous pas bien géré jusqu'à présent, qu'on y a là, nous conscients de ça, on surpasse tout ça. Bien sûr. Nous sommes peuple mélangé et nous devons vivre ensemble. Avant enchaîner, oui. On nous conclut sur ça, non? Oui. Eh ben, Toya dit tout le monde qui n'a pouvoir, yo doit gagner madame à petite yo, rester dans le pays. Mais les gars sont ça le dire. Nous ne pas dire aux gens qui sont à l'étranger, il faut le débarquer, il faudra les madame les petites. Il presque parler, Haïti, même s'il pas dit en général, mais tout le monde a basé sur ça. Et que il pas qu'à prendre un job en Haïti, alors que les petites madame qui ont ici, pour le demander, il y aura même ici. Il est capable de faire ça, certes, mais ce n'est pas obligation. Mais les gens qui ont déjà vivent Haïti, qu'on a qu'à prendre pouvoir, il prend les petites madame, il va aller, et puis il a fait missionnaire dans le pouvoir. Nous-mêmes, comment nous, ça, qui position nous par rapport à Toya? Alors, moi, je ne suis pas venu pour parler de la position d'une jeune femme qui est une citoyenne d'Haïti qui peut avoir une idée. Son idée n'est pas une loi, donc c'est son idée, elle porte son idée grâce aux réseaux sociaux, c'est très bien, je suis pas venu pour parler de ça. Donc, oui, pas de problème, mais quand même, ça fait l'actualité. Mais voilà, moi, tout ce que je peux dire par rapport aux gens qui habitent ou qui n'habitent pas, je dirais, c'est aux citoyens qui votent de savoir pour qui ils votent. Hein? C'est aux citoyens qui votent de bien comprendre que quand quelqu'un vient faire campagne,
eh bien, de faire attention. Parce qu'à l'arrivée, ou bien doit avoir madame dans un pays, ou bien doit avoir petit dans un pays, mais si c'est trafiquant doit gouiller, on fait même tintin. Si c'est gangster, on fait même bagaille, ça va pas changer rien du tout. Rien. Au contraire. Là, bon, plus raison pour faire, parce qu'on connaît qu'à partir du moment que Nega mette madame là, il faut le ballon petit job. Et puis madame Nega famille. Donc, bon, voilà. En tout cas, moi-même, ça, c'est pas un débat qui ouvre dans toute société. Hein. Donc, pour le moment, bague en opinion d'une citoyenne. C'est ça, c'est une position d'une citoyenne. Et tous les citoyens, ça le dit dans le contrat social là. Chaque citoyen qui a une idée. Mais moi-même, tout, si je me une idée, et puis je me prends en campagne, moi, si le président est comme ça, tuer lui, s'il pas aller, ou poulet, machin. Et à l'arrivée, il a tué. Donc, moi, les trucs comme ça, non. Il y a de l'émotion, mais une citoyenne a le droit d'avoir une idée. Moi, personnellement, j'abonderais plutôt dans le sens de ce qu'elle dit, parce que c'est devenu une règle viciaire dans la vie politique en Haïti. Le type qui vivait depuis 30 ans, bon an, mal an, il accède au pouvoir, effectivement. C'est un peu stéréotypé, hein. Et tout de suite, ce qu'il voit, c'est ça. Mettre les siens à l'abri à l'étranger, prendre l'argent dans les caisses de l'État pour bien faire vivre sa famille. Voilà. Il ne fait pas le travail pour lequel il a été élu. Il joue de privilèges lui-même sur place énormes. D'ailleurs, il faudra revoir ces choses-là aussi, hein, donc pour les prochains élus. Et cette personne-là, on se rend compte qu'elle n'est pas motivée à travailler pour le bien de la population du pays. Oui. Assez souvent. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Assez souvent, c'est ce qu'on constate. Alors, on ne va pas en faire une règle non plus. Imaginons qu'il y a quand même des présidents. Le président, sa femme est conseillère. 3-4 gosses qui sont conseillers, ils sont dans le pays. Tout cela, il faudra veiller au grain pour ne pas que ça se reproduise. Effectivement, le conseiller... Non, moi, ce que je dis, en tout cas, c'est qu'une citoyenne peut avoir une idée, mais si cette citoyenne considère que son idée doit être acceptée par tout le monde, on n'est plus en Laissez-moi terminer. C'est très important. Que tout le monde doit donner son avis de manière favorable à ce que j'ai vu, comment elle a essayé de corriger le sénateur Zeni, l'ancien sénateur. Alors, Jacques Sauverjean, je ne dis pas son nom d'artiste. Non, ils ont le droit d'avoir une opinion aussi contraire à vous. Or là, j'ai l'impression que cette jeune femme attend des opinions qui vont dans son sens. Non, madame. Si. Elle critique tous les gens qui prennent position contre ce qu'elle a proposé. Et ça, c'est pas la démocratie. Ça, c'est du duvalierisme, si vous voulez. C'est comme ça vous le faites. Et puis, vous avez vu les enfants qu'elle met dans le clip? Les enfants sont violents. Vous voyez leur visage? Ils vont vous manger. Hein. Ils vont vous manger pour que vous... Non, mais c'est important. Non, mais c'est sérieux. Non, mais vous rigolez. Ces expressions de visage traduisent toute la désolation et la misère de ces enfants. La violence politique commence comme ça. Moi, je dis qu'il faut faire attention. Ah non, vous avez vu les visages des enfants ou pas? Je vois. C'est très violent. Alors, elle peut les retravailler. Comme c'est la communication, je comprends. C'est la communication. C'est exactement ça. C'est très violent. Et un gamin qui a 3 ans qui vient m'expliquer, il faut habiter, il faut arrêter dans le pays. Excuse-moi, qu'est-ce que tu vas nous apprendre? T'as pas encore l'expérience. Et comment ça va se terminer? Tu vas lui dire non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va faire? Le gamin, il va t'agresser. T'as pas vu les mains? Merci, et ça, c'est sérieux. Merci. Ça, merci. Voilà. Réellement, on va conclure. Juste, je vous laisse 30 secondes, pas une minute. 30 secondes, Wilkinson. 30 secondes. Si vous avez une dernière chose à ajouter, ce sera quoi? Eh bien, je souhaiterais dire à nos compatriotes que nous n'avons pas de pays de rechange. Nous devons le bâtir dans notre intérêt avant tout, pour que nous puissions bien y vivre et permettre à nos compatriotes qui sont à l'étranger de pouvoir rentrer, voire de retourner y vivre également. Et dans un esprit de fraternité, d'amour fraternel entre nous, nous pourrons y arriver. Là, ce qu'on vit avec la violence des gangs, il va falloir un gros effort pour la réconciliation nationale. Moi, personnellement, je ne souhaite pas qu'on dégomme tous les gangsters, enfin tous les gens des gangs, tout ça. Ce sont des jeunes qu'on a enrôlés dans ces choses-là qui n'ont rien demandé. Et ils ont été enrôlés de force. C'est l'avenir du pays que représentent ces jeunes-là. Hein? Donc, et tuer tous les chefs de gang, tout ça, c'est quelque part
innocenter d'office les personnes qui sont derrière, que ce soit de la classe politique ou ce qu'on appelle les oligarques. Ces personnes-là ne seront jamais jugées. C'est-à-dire que ça pourra se reproduire dans le futur. Parce qu'on n'aura pas tracé un exemple en faisant des procès pour faire payer aux personnes qui sont responsables de la situation que nous vivons. Et je dirais plus jamais ça pour Haïti, plus jamais ça pour notre pays, pour notre peuple, pour nous, pour Haïti. Merci. Docteur, ce serait quoi le dernier mot? Oui, le dernier mot, j'abonde un peu dans le même sens que Louis Kenson. C'est de dire à mes compatriotes, c'est que on est tous des citoyens. Nous capoter projet pour pays, nous capoter rêve pour pays, mais faut nous chaque faire attention dans la façon que nous poté rêve là, de façon que nous revendiquer lui, parce qu'à l'arrivée, une violence peut remplacer une autre violence, et ça nous pas v'lé. Donc autrement dit, penser à contrat social là, c'est important. Mais un contrat social, ça veut dire que au gain projet, faut chaque monde respecter l'autre. Si c'est projet pour là que me doit adopter de manière impérative, n'a bataille. Or c'est pas ça nous voulons pour pays. Ça nous voulons pour pays, c'est que l'histoire est dans la situation liée là. Haïti pas qu'à à 1 heure, 1h30, 1h15 en fonction de c'est en fonction du territoire, de la plus grande puissance, de la puissance la plus riche de tous les temps, et être dans cet état-là. On ne peut pas avoir des gens aussi bien formés qui servent partout dans le monde et qui ne peuvent pas servir en Haïti. Donc on a un effort à faire pour s'apprécier, se respecter, même si je ne suis pas d'accord avec Sordia, mais au moins qu'attendez-les. Et si Sordia les transformer en règles, c'est-à-dire en loi. Donc, toute société a majoritairement l'y accepté, nous pas un problème, on doit appliquer. Mais s'ouvre que nous appliquons par la revendication dure et violente, la difficile pour nous réaliser ça nous demander état fort, état puissant, état stable, et puis surtout une communauté de vie entre tout Haïtiens. 40 ans nous sommes passés là, les durs en pile, les difficiles. D'ailleurs, que 40 prochaines années, ils ont changé. Parce que nous, l'aime dire qu'a changé, c'est parce que nous baillons exemple déjà. Parce que 1804, c'est un grand exemple que lié. Indépendance là, c'est un gros exemple. Et dans la première année d'indépendance, même si le pays a été coupé en plusieurs territoires, il était fonctionné. Il était fonctionné. Même si tu as une guerre civile ou religion entre autorités qui dans le pays, mais là, dans le nord pays d'Haïti, où est tes grands chefs. Où est tes grands chefs, il y a des traces qui montrent que Haïti capable, fidèle à la promesse 1804 quand il y a deal dans la préambule constitution. Merci. Donc, moi, j'étais confiant dans tout Haïtien, dans tout projet que le pays a bâti pour lui prouver que 1804, ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est une avancée capitale dans l'histoire du monde et il faut qu'on soit fidèle à cela. Et à la hauteur. Voilà, soyons à la hauteur du temps et des événements. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Nos ancêtres qui ont fait 1804, on l'ont été eux. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Merci à Éric Souré, avocat, docteur en droit, politologue, dramaturge. Wilkinson Pierre-Louis, membre MORN, un mouvement politique, mais en même temps, c'est Nadi, animateur radio, et puis présentateur d'événementiel, et puis pas oublier, il y a plusieurs autres casquettes encore, c'est business analyst. Je pense que H-Live fait un travail depuis janvier jusqu'à aujourd'hui pour te rappeler Mounio, époque dictature là, époque Duvalier, ça qui gagne à époque ça 40 ans après. Nous traitons 4 à 5 sujets avec des invités différents. Je pense que nous-mêmes téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent la télévision ça, qui suivent l'émission Screenshot là, je pense que si nous avons de temps à autre à regarder l'émission ça pour nous comprendre, nous-mêmes qui pas nés et ou même tout qui est né mais qui pas essayer faire analyse là.
qu'on entende tout le monde ça yo, ouais comment on peut placer, dans quel niveau on peut mettre pays, ouais qui problème qui gagne. Nous entendons chaque monde, presque tout le monde là, nous avons des points communs dans chaque analyse. Et tandis qu'il n'y a pas même monde. Chaque monde comprend de façon, mais nous presque fait même lecture. Donc cela veut dire que nous avons fait mes séries ça à partir de jeudi, nous avons ouvert l'autre série dans le mois prochain, mais jeudi prochain, nous avons même rendez-vous, dans le même plateau ça là, parce que Haïti fait un peu d'exploit, pas oublier la question, et dans sous plan, l'ONU ou bien l'UNESCO, nous connaissons comment classer l'humanité, immatériel de l'humanité, donc des musiques nous en tout qui là tout, mais Haïti se font bagaille là dans le football. Il dit faut toute équipe et là je la ka ou fort. Il tout match tout c'est là ka parce que nous tout match nous MD yo nous qualifiés. Rendez-vous ça nous jeudi prochain sur télévision ça pour connaître comment Haïti fait 52 ans après il refait encore. Bye bye tout le monde, rendez-vous jeudi sur même chaîne ça HLive TV. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois.